Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à notre conférence sur la santé mentale et l'inclusion des enfants en protection en Amérique latine et dans les Caraïbes. Quelques petites précisions avant de commencer. Nous sommes trois ce soir. Deux d'entre nous vont s'exprimer en français et l'une d'entre nous en anglais. Alors, pour les personnes qui nous écoutent à distance, c'est assez simple puisque vous pouvez choisir le canal, français ou anglais. Pour les personnes qui sont présentes ce soir, c'est un petit peu le même dispositif. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche derrière moi ou utiliser le lien qui vous a normalement été envoyé au préalable par email. Ce qui fait que quand ma collègue parlera en anglais, vous pourrez, si vous choisissez le canal français, obtenir l'interprétation en direct. Alors, je ne me suis pas présentée, je suis Sabrina Marie, je suis déléguée générale de l'association Nos petits frères et sœurs en France. Cette association fête cette année ses 30 ans. Je voulais changer. Oh, il y a un petit souci au niveau du changement des slides. Ah non, c'est bon. Excusez-moi. Donc oui, cette photo pour illustrer donc 30 années d'existence de notre organisation en France, qui est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général et qui appartient à un réseau international qui, lui, a fêté ses 70 ans l'an passé. Ce réseau international, c'est Nuestros Pequeños Hermanos International et nous œuvrons ensemble dans 9 pays qui s'affichent derrière moi, 9 pays d'intervention en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Pérou et en Bolivie, et dans les Caraïbes, en République dominicaine et en Haïti. Nos actions sont orientées historiquement vers les enfants, les jeunes et les familles en difficulté et en situation de grande vulnérabilité. Je suis accompagnée ce soir du coup par mes deux collègues, Nelly, qui est psychologue, qui est coordinatrice en santé mentale au sein de notre organisation internationale. Nelly a travaillé énormément sur la mise en place de départements de psychologie dans les 9 pays où nous intervenons. Et elle est responsable aussi de la formation des équipes en local. Et à côté, nous avons Alicia, Alicia a une expertise et spécialiste en fait des troubles du développement et de l'apprentissage. Elle est également coordinatrice handicap et inclusion au sein de notre organisation internationale. Donc, nous avons dans tous les pays où nous intervenons des bénéficiaires en situation de handicap. Alicia est responsable de la coordination de tous ces programmes. C'est un petit peu compliqué de changer les slides en même temps que je parle, donc j'ai un petit temps de retard. Euh, mais voilà. Avant de vous présenter le programme de ce soir, le président de nos petits frères et sœurs France n'a malheureusement pas pu se libérer, mais il a tenu à vous adresser un petit message que je vais de ce pas diffuser.
Et donc, le programme de ce soir, donc, nous allons parler du contexte des pays dans lesquels nous intervenons, également les différentes activités qui ont été développées par notre organisation et l'évolution depuis 1954. Nous allons faire cette journée mondiale de la santé mentale un focus sur la santé mentale et sur l'inclusion, avec également l'évolution au fil des ans. Et nous parlerons aussi des défis que nous rencontrons sur le terrain aujourd'hui, en 2025. Et il y aura également un temps d'échange où vous pourrez nous poser toutes vos questions. Pour les personnes en ligne, peut-être que vous pouvez écrire vos questions dans le chat pour qu'elles soient centralisées, que ce soit plus facile pour la fin et qu'on puisse répondre à la fin au plus de questions possibles. L'idée est de terminer cette conférence aux alentours de 20h30 et pour les personnes présentes, nous avons à l'étage du dessous prévu un petit cocktail de clôture. Eh bien, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nelly, peut-être pour nous présenter justement le contexte des pays dans lesquels nos petits frères et sœurs interviennent et les spécificités. Merci Sabrina. Je suis désolée parce que je ne parlais pas français. I'm going to continue in English. Thank you very much for your patience with me. Thank you, Sabrina, for the introduction. And well, many of the communities that we work in have many different, they are very different, but they have risk factors in common. Many of these risk factors develop from poverty. Poverty is not a simple matter. It's a multifaceted issue. Poverty is something that it stops people from accessing opportunities. It stops people from accessing health, from accessing employment, from accessing basic care. And it also puts them at risk of violence, abuse, addictions, school withdrawal, and house overcrowding. All of these factors are more or less similar in all of the countries that we work in, despite of the difference of each country. Why are we talking about risk factors? It's because we are trying to work with all of the risk factors to be able to give a comprehensive support. But anyway, we have different barriers to address these risk factors. For example, the fact that we have unemployment in areas, big areas of unemployment, that means that we have bigger areas that don't have, with people that don't have insurance, health insurance. So they don't have access to health support. So things that can be very simple, they become bigger. Am I hearing myself? Yes. Things that are very simple, they become bigger and bigger problems. There's also a lot of taboo regarding mental health. We all know that. There's still nowadays a lot of taboo regarding mental health, and particularly in areas where few information is available on those matters. So that means that there's less likely that people who are suffering from mental health are going to look for help or are going to look for support or even share it with the people closer to them. So most part of these issues that can start from very small issues, like imagine after a pregnancy, you know, depression, postpartum depression, something that if you don't have a support system or you don't believe in depression, can go untreated for a long, long time and become something much, much bigger, that it can affect the whole family. And this is just a small example. There's a lot of, another barrier is discrimination. The fear of discrimination and also discrimination. We have discrimination of smaller groups or minorities. We have discrimination for gender
gender discrimination. We have discrimination for age, for religion. There's a lot of discrimination, especially when we are in smaller groups. And this kind of discrimination, well, we know that, for example, that the most part of the studies that are done in medicine, women were included, I think, in the 70s in these studies. And women of color have been included even much later. So we can see that also the learning of how we can actually support the people that we are supporting is arriving very late in time. So there's many different barriers, and also the beliefs of some communities on gender inequality and gender roles that takes that belief in child marriage, that a woman should be married by the age of 15, or that they should be grandmas by the age of 20 or 30, and that they have to be married soon enough so they can stop being a burden for their own family and start their own family and support a man. So there's a lot of different barriers for different motives. And well, we'll talk more about that, I guess. Sorry. Merci beaucoup, Nelly, du coup, pour planter le décor des pays dans lesquels nous œuvrons auprès des enfants et des familles. Alors, nos petits frères et sœurs, donc ça a démarré donc, du coup, en 1954. Historiquement, on a des foyers d'enfants. Donc, on s'adresse aux enfants placés, aux enfants en protection. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait peut-être, Alicia, en savoir un petit peu plus sur le cadre légal et son évolution justement dans les pays concernés? Merci Sabrina. Oui, le cadre légal est très important. Ne pas seulement le cadre légal local, sinon aussi le cadre légal international. Depuis 1954, comme Sabrina disait, les pays dans lesquels NPH travaille et le monde entier a beaucoup évolutionné. Il y a eu beaucoup de changements sociaux, politiques, juridiques. Et il faut aussi souligner que les standards internationaux en matière de protection d'enfance ont également évolué. Heureusement, chaque pays où on travaille, où NPH travaille, a un cadre légal local. Et le défi n'est pas seulement sur l'absence des lois, parce que les lois existent, sinon sur les ressources que chaque gouvernement a pour appliquer ces lois. Par exemple, les gouvernements du Honduras, du Guatemala, du Pérou exigent que les foyers pour enfants ou les centres d'accueil pour enfants, pour mineurs, offrent des services de psychologie. Mais les centres publics n'ont pas les ressources suffisantes pour pouvoir garantir que les enfants ont un accès aux services de santé mentale, c'est-à-dire de séances de psychologie. De la même façon, dans les pays comme le Nicaragua ou aussi le Honduras, il existe un cadre légal vis-à-vis l'inclusion à l'école des enfants en situation de handicap. Mais la réalité nous dit que les enfants en situation de handicap ne vont pas à l'école et n'ont pas accès à une école publique de qualité et inclusive. Cependant, les lois locales et les standards internationaux évoluent favorablement chaque fois et nous offrent un cadre dans lequel on peut développer nos bonnes pratiques. NPH suit tout le temps le cadre légal de chaque pays et aussi les directrices internationales des agences comme par exemple UNICEF, OMS, ACNUR, l'ONU. Et notre façon de travailler est la suivante. Si la loi locale est plus stricte, on s'attient à la loi locale, mais si la loi locale est plus flexible, on prend comme référence tous les standards et les directrices internationales. Alors, par conséquent, le fait d'améliorer ces standards et ces services et suivre les directions internationales implique un investissement financier plus important de la part de NPH pour satisfaire tous ces exigences. Pardon. Ok.
Alors, Tu voulais compléter sur ce cadre légal? non, sur le cadre légal, je crois que s'il n'y a pas de questions, on On est est bon. bien. Oui. Est-ce qu'on peut maintenant, du coup, en savoir plus sur le profil des bénéficiaires depuis, alors toutes les trois en 1954, on n'y était pas, hein, on est bien d'accord, mais des connaissances que l'on a, un petit peu de l'évolution des profils des enfants justement que nous avons accompagnés depuis notre origine pour qu'on comprenne bien à qui on s'adresse. Oui, en effet, on n'y était pas, mais ces dernières années, surtout, on a vu où on a été plus conscient d'un vrai changement sur le profil des bénéficiaires. On a commencé à voir et à comprendre que le profil a réellement changé. Et pourquoi il a changé le profil? La principale raison, c'est qu'avant, les enfants, la grande majorité de ces enfants, étaient placés en foyer d'enfants euh, pour raison de pauvreté ou d'orphelinage. Maintenant, c'est pas vraiment le cas où la pauvreté ne devrait pas être une raison suffisante pour séparer les enfants de leur famille. Maintenant, s'il y a des enfants en situation de pauvreté, ce que les services sociaux ou NPH ou les gouvernements doivent faire, c'est travailler avec les familles pour les accompagner et que comme ça, les enfants peuvent accéder aux ressources des communautés. Alors maintenant, on a des autres situations et les enfants sont séparés de sa famille souvent pour des situations liées à des situations de maltraitance ou d'abus physiques, psychologiques ou parfois sexuels aussi. Et comme on le sait bien, selon les recherches actuelles, les expériences traumatiques sur les enfants ont des conséquences sur son développement cognitif, son développement social, son développement émotionnel. Et ces facteurs-là liés à la complexité de ces profils sont aussi on peut avoir aussi des enfants qui ont la conséquence des malnutritions pendant l'enfance et aussi des enfants qui ont eu des conséquences de l'abus des substances pendant que les mères étaient durant leur grossesse. Alors ces situations-là compromettent gravement le développement de ces enfants. Alors à la fin, on a des évidences pour dire que ça nous donne comme conséquence l'apparition des troubles du neurodéveloppement. Il est aussi important de mentionner que on a des évidences de que les adolescents dont les mères ont consommé des substances pendant la grossesse sont plus susceptibles à développer aussi des addictions. Alors avec tout ce cadre qu'on a, et aussi on peut parler des enfants qu'on a en situation de handicap, le profil avec lequel on travaille à NPH, c'est un profil d'enfants très complexe qui ont besoin d'un travail individuel, un travail interdisciplinaire et un travail euh, différent et très individualisé pour chaque enfant. Alors ça, c'est une petite et grande différence depuis les profils d'enfants qu'on avait avant au profil d'enfants avec qui on travaille maintenant. Alors, pour pouvoir travailler, comme on a dit, on doit avoir des méthodologies très spécifiques. Et ça nous aide à pouvoir savoir de chaque enfant, qu'est-ce qu'il a besoin et comment on peut travailler mieux avec eux. Merci beaucoup, c'est très clair. On comprend du coup que... j'ai vraiment du mal avec ça. J'appuie trop fort dessus, voilà. On comprend que les bénéficiaires que l'on a ont des profils très variés. Certains sont en situation de handicap, certains sont dans des situations de fractures familiales importantes, certains ont subi des malnutritions, des traumas divers et variés. Et au fil des ans, notre organisation a développé différents programmes pour y répondre. Et là, l'idée, ce serait de vous présenter synthétiquement
les programmes concrètement, qu'est-ce que l'on fait dans ces 9 pays, comment on accompagne ces enfants, ces jeunes et ces familles avec tout leur background, si je puis dire. Là, je ne sais plus qui voulait nous présenter, les filles, un petit peu plus en détaillé, les programmes de notre organisation en local. Thank you. In English again. Well, everything started a long time ago. And it was just a simple action. It was just one person responding to one need of one child. There was a child who stole from the church alms in Cuernavaca, Mexico. And when this person visited this child in jail, because the child went to jail at that time, that was a long time ago, 1954, he saw that the kid, what he needed was a place to stay and food. So he offered a place to stay, a place where he could be safe. And he asked him, I know you will go to school. And the kid said yes. So that's how Father William Wasson, started NPH. He accepted one kid to take care of. And then the police asked him, look, we have 7 more. Do you have a space? So he took 7 more. And then there were 12. And then there was 30. And then he had to find a place for all these kids to live and people to help him out, first as volunteers, and then everything started growing. And it grew to the point where we are at, which is 9 countries, where we have residential care for children. But that's how it started, with residential care homes. It started just with one action of one person and people supporting him to support the needs of the kids. After that, we realized, and with the knowledge that came with childcare and children's rights and family-based interventions, we realized that we could, and also with the help of internet, we realized that we could find the families of many of those kids who we thought have no family. That's one thing that internet did very well, which is bringing us close together. We were able to find families that were long lost. So we started searching for those families, and in very often finding them and putting together children's and families. But this wasn't an easy fix or as easy as it seems. Many of those families haven't seen these children for many, many years. Some of the children were lost or abandoned because maybe they were with the grandmother while the parents migrated, and the parents maybe died when they were abroad, or the grandmother died when she was taking care of the children, and then the government took them and put in a residential care home. Then the parents came back and they didn't know where this child was. Well, thanks to the work that we were doing, and once we got internet, we were able to find these families and trace many of the families of these kids. Sometimes also we also find families that were separated from their children because of situations that put children at risk. So we decided, and we understood, and we learned that we could work also with those families to repair what it was broken, and to train them, to inform them, to prevent them from putting those children at risk again. So little by little, we worked together to create the reintegration, the family reintegration program, which is a very lengthy program because we need to work in a multi-dimensional sphere to be able to
work with all the issues around the family and around the child and putting them together to make sure that they will be in a stable and permanent environment and they will not be at risk again. And that's when we started our reintegration, family reintegration. After that, we realized as well that we could actually influence in the risk factors that separated those families in the first place. So we could actually work with the communities and act and prevent these things from happening, act before the damage, strengthen the communities. And that is what we start doing, working with the community programs, learning to work with the community and finding, and this was through working with the families first. We worked through the families and we realized that we actually had a choice to improve the lives of these children through the families. So instead of working just with the families of our own children, we started working with the families, with other families in the community who were at risk from having the same issues that those families who were separated had. So we started working with daycare, offering free daycare, for example. So mothers didn't have to leave children alone in neglect and at risk of abuse. We start working with school for parents as well to inform them, to let them know what are the children's rights, to let them know what is abuse, to let them know how to prevent abuse from happening. We work on positive discipline as well. We work on women empowerment and also mental health support. All of it, hopefully in a holistic way that covers all of the areas of the development of a family and a healthy community. With this, when we talk about the continuum of care, we talk about what we do, which is trying to influence all the areas that where a family thrives and where a family develops. Instead of working only in residential care, we are working in first preventing them from being separated, working with the community programs. Then if they are separated because the child is at risk, then we work with them in residential care, trying to work holistically and with an interdisciplinary approach that many of our colleagues on the field are really working very hard and really well to provide for the specific needs of every child. And then afterwards, if we find the family and if the family is adequate, or we can work with the family to be able to be adequate. And adequate, I mean that they have healthy family dynamics and they are not putting the children at risk and et cetera, then we work on reintegration. It's a lengthy process, but we work on that. And we also have scholarships for university or sometimes workshops and integration in the work integration and society integration. So we try to work on a full 360 approach to prevent them from separation, and if so, to help them go back to their families of origin, and if not, help them grow up with us, become autonomous. Sorry that I think it took a little bit too long. Non, c'était parfait. C'était parfait. Le thème de ce soir, c'est la santé mentale. Donc, on va faire un focus sur la santé mentale. Qu'est-ce que c'est au final? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus concrètement? Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Et comment on intervient sur ce sujet qui est devenu, au fil des ans, la colonne vertébrale, finalement, de l'accompagnement que l'on prodigue à nos bénéficiaires sur place?
Mental health is defined as a state of well-being, right? It's not the absence of illnesses, if not a state of well-being in which the individual realizes their own capabilities and potential and can function to the best of their possibilities within a community and feel fulfilled about it. This will be what the WHO defines as a mental health, not just the absence of illness. And I say that because we come from a biomedical perspective where we were more focused on diagnosis and finding the problem and treating the symptoms and medication. And now we're going towards a social approach, which is, I feel, a more humane approach because it really takes in consideration everything that a person is. Mental health is not only in its own. Mental health has to do with how we live, how we relate, how we work, how we feel about our lives. It's very complex and it really relates to every aspect of our life. If one of the things that mental health didn't take in account before in the biomedical model is that the environment really affects the mental health. And sometimes if you don't change the environment, you cannot really affect the mental health. You cannot really improve it because people who suffer discrimination, people who suffer violence, people who suffer from unemployment, who are not able to provide for their families, they are more likely to have mental health issues. It seems very, very obvious, but sometimes we forget. And if you have all these issues, you cannot just improve with medication. You have to really act on all the areas that surrounds the individual to be able to put him in a situation where that the individual can really recover and take control of their own life and feel happy. I don't want to say happy, but feel empowered and that they have an option, a choice, and an opportunity. And that's how you can mostly recover. Of course, there's trauma. And of course, there's, I think, I'm going off script, I'm sorry. But yes, of course, there's trauma. There's adverse experiences. We all have adverse experiences. The problem is that many of these adverse experiences become a traumatic experience and a really highly traumatic experience, depending on the support we have around that situation. If we have support around that situation, it's much easier that we recover faster, that we integrate the process, what happened to us. If we are listened to, if we are understood, if we have resources available, then we will be able to recover in a much healthier way. Yes, I'm thinking I let you, I don't know if no. Trauma and the consequences. I will continue with that then. So I say that, of course, there's adverse childhood experiences. There's many of the kids that we have in residential care, they didn't have an easy life. If not, they wouldn't be there in the first place. As Alicia was saying before when she was talking about the profile of the beneficiaries, many of them come from very difficult backgrounds. So we can find that many of them have attachment disorders, PTSD, abuse, they have suffered abuse, neglect, they have lack of adequate support. But the important part, and what everybody in the residential care have in common, is that their body, their brain have
become stuck at some point. Trauma is mostly a moment, a shock to the body and to the mind, where we feel that we need to ignite something that help us survive. No, we hear about the flight, fright, and freeze. No, the 3 Fs responses. The problem is when a child or somebody is experiencing this shock continuously during a long time, or a really big shock, the brain gets stuck in high alert. No? The brain, it's normal that we all are in alert from time to time. But the thing is, when we get stuck, that's when the body and the brain are entering survival mode. And in survival mode, we cannot learn. We are not able to access our higher processing functions of the brain. We cannot learn, we cannot make friends, we are not able to process our emotions, we are not able to form new relationships. We are just surviving. So what we need to do, what we need to work on precisely is in the environment, in creating an environment when this alertness is able to go down. So that's why we're working also in an interdisciplinary way. We work, as I said before, it's a multifaceted issue. So that's why we're working in an interdisciplinary way, locally and on the field, being able to support the kid from the school, from the home, with psychology, yes, with direct psychological support, but also from how he or she relates with their life. So which is school, which is play, which is friends, which is the people around them. And that's how we are working with all these issues that I just mentioned before: trauma, PTSD, and many adverse childhood experiences. We are working to create an atmosphere, an environment where the child can stop being in alert and can start relaxing, trusting, and their brain can start learning and growing. And that's why we work, when I say interdisciplinary approach, that's what I mean. It means all of us around the child working together in unison, with a plan, with an individual plan. It takes much more work than it seems. It's a lot of planning and a lot of synchronizing the efforts with each child that we have in residential care. Cela mériterait une autre conférence. Sorry. Non, non, pas du tout. C'est très, très intéressant. On voulait aussi vous partager ce soir quelques exemples concrets, des témoignages pour que vous puissiez un petit peu ressentir plus ce que l'on fait sur le terrain. C'est pas évident. 9 pays, c'est 9 réalités. Comme le disait Nelly, c'est un enfant après l'autre. C'est au cas par cas et c'est ce qui rend la chose très complexe. On a donc choisi 2 pays pour un petit peu illustrer ce que l'on fait. Le premier, c'est le Pérou. Et pour introduire, en fait, avant de laisser la parole à l'une de nos mamans bénéficiaires de nos programmes et à notre psychologue en local, on voulait vous partager la vidéo d'une jeune fille qui est scolarisée chez nous, mais qui habite dans une communauté proche de notre organisation au Pérou. Et pourquoi le partage de cette vidéo? Parce que ça vous donne un contexte, le contexte dans lequel cette jeune fille vit avec sa famille. Yamile, ¿en dónde nos encontramos en este momento? Bueno, estamos en Santustio. Esto se llama Santustio y para la parte de allá está el asentamiento humano 18 de octubre. ¿Tú vives ahí? ¿En qué sector vives allí? Sí, vivo en la cuadra 2. Sí.
está más para allá. ¿Cuáles son las principales necesidades del asentamiento urbano? Creo que muchos no tienen luz. La electricidad es muy importante y acá muchos no lo tienen. ¿Y la escuela es cerca o tampoco queda en el barrio? No, cerca de aquí no, tenemos que salir ya para allá, pero cerca de aquí concentrado no hay. Bueno, tú no me contabas hace un rato que quieres ser abogada, ¿por qué? Desde niña siempre me gustó ser abogada. Creo que lo principal es sentarme en derecho penal, pero para ayudar a las familias que son damnificadas, aquellos niños que son abandonados, maltratados. Entonces, más que todo, creo que también puedo ayudar con una organización que ayuda a todos esos niños que son damnificados y maltratados. Bienvenidos en casa. Bueno, aquí compartimos muchas personas. Aquí vive mi tío. Ya dentro del espacio es parte de mi tía con sus hijos y también estamos mi mamá y yo. Solo aquí hago mi tarea porque aquí me hace más ruido para concentrarme y pues me levanto muy temprano. La mayoría de las veces a las 6 de la mañana. Me levanto, primero lavo la cara, me aseo, luego primero comienzo con las tareas, luego ya mi mamá me da el desayuno, trato de culminar, luego ya tipo a las 11:30 pues me listo, hago la mochila, voy cambiando, almuerzo y ya luego para el colegio. ¿Cuál es la materia que más te gusta del colegio, Yamile? Matemáticas, inglés y comunicación. ¿Y cómo te va con el inglés? Bien, me gusta. Okay. Do you speak English? Yes, to Yes. start level. Okay, after the high school, would you like to study, Yamile? I want to study Lawyer. lawyer. I want to be lawyer. Okay, why? Why? Personally, the children to me are que son maltratados. I feel me so sad and I want support here. Would you like to send a message for the people support MPAs in another countries? Thank you for your support to me. I feel so thankful for you can think in me and can support in me. I need too much things because my mom is only with me, but I love you and I love her and I just want to say to you thank you. De primer grado, ella ha sido bien juiciosa, saca su diploma, siempre ha estado con las tareas al día, la puntualidad le gusta, se molesta cuando ella no quiere, cuando no sale bien se molesta y vuelve a hacer hasta que le sale. ¿Y qué piensa? ¿Quieres ser abogada? ¿Ah? Sí, desde que bueno, mami, yo quiero ser abogada, hija, vamos a ver, le digo con posibilidades, con apoyo, porque yo soy madre soltera y no tengo también, estoy con mi mamá, de 90 años, también la cuido y realmente no tengo posibilidades como apoyar los estudios superiores. ¿Cómo la das con tu hermanita? Bien, ella a veces me ayuda en mi tarea, cuando tengo trabajo, ella me las ayuda, me las hace bien bonito y ella me apoya en mis tareas. Siempre he sido una estudiante que me gusta sobresaltar, me gusta adquirir todos los conocimientos que me brindan y ser disciplinada me ha ayudado mucho. Alors cette vidéo parce que la prochaine, c'est une maman qui habite ce même quartier. Donc c'est intéressant, comme ça donne un aperçu de là où elles vivent. Avant de la diffuser et de diffuser aussi le petit témoignage de notre psychologue en local, Pilar, je voulais, t'interroger un petit peu Nelly, toi qui connais bien, nous dire un petit peu, un petit peu plus, commenter, les familles qui vivent dans ce quartier, qui sont accompagnées, par, nos équipes, au Pérou. Thank you. Sorry, it's not working the translator. So, well, actually, there is near the home in NPH Peru. There was a big piece of land that was
maybe somebody's, maybe nobody's, but about 10 years ago, I think it was 10 years ago, people moved there. They just arrived and started building houses, taking pieces of land and started building houses with the materials that they carry with themselves. So that's Barrio 18. As you could see, it's house and house and house. There's no electricity. There's no drainage system. There's no water. There's a lot of there is a lot of lack of services, but they are close to NPH. And we have a community center there. So many of the services that we provide for that community is mostly helping them to with the dynamics, with parent dynamics, because it's overcrowded. Every house is overcrowded, and then they are all very close together. So there's overcrowding everywhere. There's not really a separation between the homes. So they have put a lot of effort in abuse prevention. They have made workshops for the whole community in abuse prevention. They have offered support to the families with scholarships and materials for education for their children. They have offered also, we call it school for parents, and there's a variety of things. I think Pilar is talking a little bit about that, so I don't want to spoil any surprises. But Y las personas que necesitan este apoyo, conocimiento, también necesitan, por ejemplo, por mi barrio, ¿no? 18 de octubre, necesitan bastante que aprendan de acá, que les enseñe acá centro familiar, con cómo criar a sus hijas, cómo educar, cómo escuchar, y también para que tengan bastante comunicación con sus familiares. A veces vivimos por vivir sin saber comunicarnos bien con nuestra familia o ofendiéndonos de eso, para que tengan bastante comunicación y respeto. Necesita, sí, apoyo psicológico también. Los niños de 18 de octubre viniendo acá se beneficiarían conocimiento, ¿no? Y qué aprendizaje, que necesitan bastante apoyo. Apoyo de conocimiento, ¿no? Que aprendan, que sean respetuosos, ¿no? Que saben valorar a sus familiares, a sus padres, y pues hasta en estudio, ¿no? Acá le dan bastante, pues hasta estudio, que están preparando a los niños que necesitan apoyo, que en el colegio a veces lo que no entienden acá lo enseñan. En ese beneficio tendrían los chicos allá, y también, ¿no? Sus padres también necesitan eso para sus hijos. Los padres también necesitan bastante apoyo psicológico, como para que crean a sus hijos. También como para que los muchachos hoy en día que no se pierdan el camino, ¿no? Los padres ya saben de acá, ya llevan conocimiento, entonces ya crían otra manera, ya no crían como ahora estamos criando. Por eso necesitamos apoyo, y así muchas comunidades necesitan apoyo psicológico más que nada. El impacto en las familias ha sido bueno, ya que, como todas las personas, tienen la necesidad de ser escuchadas. Más allá de poder darles una recomendación, más allá de poder darles estrategias, también quieren ser escuchadas, ¿no? Que su voz sea escuchada. Entonces, estas familias vienen con esta necesidad, y creo que el impacto se ha visto en ello, ¿no? En que puedan sentir que hay alguien que puede escuchar sus historias, escuchar lo que sienten, lo que piensan, y con eso ayudarlas también. La diferencia se ve en cómo las familias se enfrentan a estas situaciones, ya que por asistir a las citas psicológicas no están exentas de que ocurran, ¿no? Nuevamente situaciones desagradables en su día a día. Entonces, la diferencia se va a notar ahí, ¿no? En cómo ellas nuevamente tomen estas estrategias, tomen estas recomendaciones que se le puedan dar en consulta para
enfrentar, valga la redundancia, estas situaciones nuevamente, ¿no? Y no sean o no tengan el mismo impacto que como lo fue antes quizás, ¿no? Impacta positivamente estas sesiones que podemos tener, ya que se convierte en una cadena, al fin y al cabo, ¿no? El poder dar o trabajar con una de las familias en particular hace que esta familia replique lo que se les pueda enseñar, ¿no? En las sesiones dentro de su familia y también fuera de él, ¿no? Y esto puede expandirse, ¿no? Por lo que se convierte en una cadena al final de concientización, ¿no? Directa o indirectamente quizás, ¿no? Y esto hace pues que más familias también sean involucradas en esta concientización y el entender la importancia que tiene la salud mental, así como nuestra salud física, ¿no? Que hay una buena relación en poder eh, saber cómo ayudarnos, ¿no? Para poder mantener saludable esa salud mental. Eh bien, nous allons donc passer à notre deuxième exemple qui est celui de la République dominicaine. Nous allons écouter une jeune fille qui, pour le coup, a grandi au sein de notre foyer et également la psychologue qui accompagne les enfants, aussi bien les enfants du foyer, mais aussi nous avons en République dominicaine une maison de transition. Avant qu'on passe ces vidéos, Nelly, je voulais savoir si tu voulais, pareil, commenter, nous en dire un petit peu plus sur les actions, l'environnement en République dominicaine. Thank you for the translation live. Yes, well, Catalina is the coordinator of psychology there in Dominican Republic. And many of the services that we have services for children in the residential care, but also children in the transition home, because we are a mixed home there. Generally, we have children for medium, longer term, but also we have transition homes where the government places children in unknown situations, in evaluative situations, to see if they are placing them back with their families or not. And these ones are called transition homes. And these generally are short terms. The children in transition homes, they have a different need from the children that are in the more medium to longer term residential care homes. In transition homes, they are in the middle of this situation. They are, many of them have been just recovered from the streets. In the DR, for example, we have children, and I say children because there's girls that are 14 years old that they have been taken from what they call their home and their husband of 40 years old, and they say like, why am I here? I'm not a child, I'm a woman, I have a husband, and you're taking me from him. So there's and this is just one situation, but it happens a lot, particularly in this case in Dominican Republic, in the transition home. So they have a different experience from the other kids. The trauma, the difficulties, and the challenges also for the people working on the field are completely different. We have to work much faster in a transition home because we don't know how long do we have the kids for. So we want to really impact them as much as we can so they can take with them what we can offer them and hopefully make better decisions, because sometimes even though they might go back to their parents, they might run away towards their husbands again. So
finally is their decisions when they are adolescents, and what we can do is influence and work with the patterns of behavior, the repetitive patterns of behavior, because sometimes this comes from generations and generations that have been married since they are 13 or 14. So it's an emergency situation, an emergency action, and we need to work really fast. And also the childcare workers on site, they need to be really experienced and strong and be able to manage difficult situations, crisis, emotional crisis, sometimes even violence towards them. And for the medium to longer term, we generally have cases that are a little bit more mild. That doesn't mean that they are not difficult. They are still difficult, but we have more time to work with them. We have more time to create an environment that they trust and build that trust, so they can really, we can really work with them, and they can take everything we want to offer. Merci beaucoup Nelly. Place maintenant au témoignage. Hola, yo soy Catalina Peña, psicóloga clínica en EPH, República Dominicana. Nosotros trabajamos con los chicos directamente desde su llegada. Nuestro hogar actualmente está dividido, ya que tiene la modalidad de hogar permanente y hogar de paso. Por tanto, los casos que nosotros vemos, que podemos identificar, son diferentes. Ambos grupos, tanto el grupo que es de hogar permanente, presenta, entre las cosas que nosotros podemos identificar, presenta trastornos como trastorno de ansiedad, algunos, depresión, pero sobre todo los que tienen más tiempo acá presentan lo que es el trastorno de apego reactivo, donde no pueden vincularse de una manera adecuada con los cuidadores. Sin embargo, el grupo de chicos que vienen vía CONANI por el hogar de paso, o sea, el hogar transitorio, presentan otras características. En este grupo, los trastornos que más podemos identificar están relacionados a abuso sexual, están sobre todo mucha ansiedad, que esto dificultad para adaptarse, ya que muchos vienen de condición de calle, es decir, que han vivido mucho tiempo sin límites, sin reglas, y cuando llegan con nosotros, esto hace que se dificulte que se adapten. Nuestro principal problema con este grupo es que a veces viene por un tiempo corto y no nos permite trabajar de una manera prolongada para que ellos puedan integrar el trauma, y muchas veces cuando toca que se han reinsertado, que puedan volver a la familia, los chicos aún no han superado totalmente, lo que puede traer consecuencias futuras, ya que si ellos no pueden trabajar bien, no pueden superar su trauma, lo más probable es que terminen nuevamente en condición de calle, en droga, en adicciones, alcohol, conducta sexual peligrosa, entre otras pronósticos que no son muy buenos para ellos. Hola, soy Estrellita Rodríguez y soy una beneficiaria de psicología dentro del hogar. Pienso firmemente que me ha ayudado significativamente la psicología dentro de la misma, porque pienso que sin ella no estaría en el lugar que estoy. Gracias a ella he podido mejorar tanto mi conducta a nivel personal como en general. También ha mejorado en el entorno en donde que escucho más a la persona, porque pienso que en ese entonces no dejaba
expresar a las demás personas solamente por pensar en mi bienestar y simplemente pensaba en mí, en qué iba a hacer, que eso, o sea, una niña sin escucharse. Y creo firmemente que cada persona necesitaría psicología en su vida, porque pienso que cada persona necesita a alguien que le escuche a pesar de su situación y en el lugar que está. Je disais tout à l'heure en introduction, je crois que nous avons également dans chaque pays où nous intervenons un public d'enfants, de jeunes et parfois d'adultes en situation de handicap, avec des programmes dans certains pays très développés pour ce public. Et justement, Alicia, on souhaitait en savoir plus sur ces programmes et sur justement l'accompagnement en santé mentale qui est proposé pour ce public-là. Bah, les services relationnés avec la santé mentale et en travaillant avec les personnes en situation de handicap sont très nouveaux. Pour diverses raisons, dans les pays où NPH travaille, bah, l'accès à la santé mentale est très difficile pour tout le monde, pas seulement pour les personnes en situation de handicap, comme Nelly nous expliquait, mais c'est vraiment presque impossible trouver des services publics où les personnes en situation de handicap ont de l'accès. Et les raisons sont plusieurs. On peut voir entre quelques raisons, par exemple, des fausses croyances de penser que les besoins des personnes en situation de handicap ne sont pas les mêmes que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Parce que les personnes en situation de handicap n'ont pas seulement les conséquences émotionnelles de la situation qu'ils vivent, ils ont aussi les conséquences, par exemple les événements traumatiques qu'ils ont vécus, et ce sont les raisons parfois pour lesquelles ils sont placés à NPH en accueillement résidentiel. Aussi, parfois les services de santé mentale pensent que si les enfants ou les adultes ne peuvent pas parler, on ne peut pas travailler avec eux. Et ça, c'est vrai que c'est une grande barrière, mais maintenant, on a des solutions pour ces barrières. Par exemple, ce qu'on dit tout le temps, c'est même si une personne ne peut pas parler, elle peut comprendre un geste, elle peut comprendre une expression, et parfois, ils peuvent comprendre les mots. Et les personnes qui ont une paralysie cérébrale, par exemple, qui ne leur permet pas de parler et s'exprimer, ont des autres recours, comme par exemple des tablettes, des images, des pictogrammes, la langue de signes. Et c'est des recours qu'on commence à travailler maintenant avec les professionnels, mais c'est très difficile de trouver des professionnels, surtout dans le cadre de la psychologie, qui ont ces formations-là. Et qui aussi adoptent une approche thérapeutique inclusive. Normalement, ce qu'ils disent, non, moi, je ne travaille pas avec des personnes en situation de handicap parce que je ne sais pas travailler avec ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait à NPH pour un peu passer sur cette barrière et que ça ne soit plus une barrière? On travaille pour que tous les services qu'on donne soient à la fois inclusifs et à la fois spécialisés. S'ils ne sont pas inclusifs, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas seulement être inclusif pour arriver à la qualité, sinon c'est que les services soient aussi spécialisés, ce qu'on parlait avant, l'attention individualisée. Alors, on est en train de mettre en cours un système, c'est un nouveau système, on a pas tous les pays travaillent comme ça, mais on commence petit à petit, je crois qu'on fait des grands pas. Pour commencer à garantir la psychologie à tout le monde, les enfants et les adultes, parce qu'on a aussi une population très grande d'adultes en situation de handicap qui sont dépendants, pour qu'ils aient accès à la psychologie et qu'ils puissent pour entraîner et former ces psychologues qui font un excellent travail. Et à la fois, ils puissent utiliser les différents systèmes de communication alternatifs et avoir des évaluations adaptées,
aussi de diverses méthodologies d'intervention qui permettent de répondre aux besoins de chaque enfant, adolescent et adulte en situation de handicap. Comme on a parlé, on en a beaucoup parlé du travail interdisciplinaire. Je considère que pas seulement l'inclusion est nécessaire, mais le travail interdisciplinaire, sans faire ce travail-là, c'est impossible qu'on avance. Et pour arriver à notre objectif commun, ce que c'est le bien-être de chaque enfant et adolescent et adulte, en ce cas, en situation de handicap. Alors, quels résultats on a vus en travaillant comme ça? En peu de temps, on a vu vraiment des grands résultats. On a vu le nombre de personnes en situation de handicap ayant accès aux services de santé mentale et de psychologie a considérablement augmenté. Les familles, avant Nelly parlait du travail de recherche de familles, d'enfants qu'on pensait qu'ils n'avaient pas de famille, et à travers de Facebook et à travers d'Internet, ils ont pu trouver ces familles-là. Alors, on a des personnes de 30, 40 ans en situation de handicap que tout le monde pensait qu'ils n'avaient pas de famille. Et à cause de faire ce travail-là entre psychologie et services sociaux, un travail coordonné, interdisciplinaire, et aussi avec les thérapeutes, et aussi même avec les profs de l'école pour savoir comment je peux me communiquer avec cet homme adulte qui ne parle pas et qu'on pensait qu'il n'avait pas de famille. Bah, on a pu trouver ces familles-là et rétablir les liens qui n'existaient plus. C'est un travail qu'on fait petit à petit, mais on avance. Aussi, l'accès à la santé mentale nous a permis de voir que les comportements agressifs, les comportements dépressifs et d'exclusion sociale qu'on avait avant avec beaucoup de personnes en situation de handicap sont notablement réduits. Et à cause de ça, on peut commencer à travailler, ça serait un nouvel objectif qu'on aurait, commencer à travailler à réduire la médication qu'on donne si vraiment on peut travailler interdisciplinairement pour avoir ces réussites en santé mentale. Comme parlait avant Nelly, c'est pas de donner un médicament et on va améliorer, c'est vraiment faire un travail sur l'environnement et sur le contexte. D'autres progrès qu'on a vus, c'est que vraiment, quand on commence à travailler dans l'inclusion, peut-être on a commencé à travailler avec les services de psychologie à l'école. Il y a tous les professionnels d'NPH qui commencent à comprendre que l'inclusion est nécessaire pour pouvoir avancer. Et quand tous les professionnels commencent à voir ça, il y a des nouveaux projets qui sortent. Il y a les professionnels d'administration qui commencent à penser d'une façon inclusive. Il y a des professionnels qui ne savaient pas avant ce que c'était travailler avec des personnes en situation de handicap, qui ont changé sa façon de voir le monde et qui commencent à penser vraiment avec toutes les personnes avec qui on travaille réellement. Et à la fin aussi, on peut dire qu'on contribue à la construction d'une société plus inclusive, plus juste, et on est le modèle pour nos enfants. Pour les enfants qui grandissent et qui sont bénéficiaires à NPH, on est un modèle pour eux, mais pas seulement pour eux, sinon pour les communautés qui sont à côté d'NPH, qui voient ce modèle-là, qui voient qu'une école inclusive est possible, qu'une personne ou un enfant, un adulte ou un enfant en situation de handicap qui ne parle pas, par exemple avec de l'autisme, peut avoir un service de psychologie. On peut aussi travailler avec eux. Alors, ça, pouvoir donner cet exemple, je crois que c'est la meilleure façon pour commencer à changer comment les communautés, non seulement d'NPH, sinon qui sont à côté d'NPH, puissent voir que c'est possible, que c'est réellement possible. Ça serait tout. Merci beaucoup, Alicia. On a à compléter. Justement, on va compléter tout de suite cette slide. Ma question va être,
Ce travail à 360 que vous nous avez expliqué toutes les deux a l'air quand même très complexe dans dans des environnements qui sont marqués par souvent la privation, par voilà, des bénéficiaires qui ont un passé assez lourd. Quel est votre regard aujourd'hui sur les défis qui se présentent sur le terrain, les défis majeurs, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, les défis qui se présentent à nous sur le terrain pour qu'on puisse mener une mission de qualité auprès de ces bénéficiaires? Peut-être un défi chacune, ce serait quoi le défi majeur? I feel like, well, definitely, and the easiest one is a steady flow of finance resources because we need personnel. We are talking about this 360 degree approach, this interdisciplinary approach. We need social workers, we need psychologists, we need enough teachers, we need childcare workers and childcare workers that stay there for long because it's a difficult job and they need to be trained and we would like that they stay very long time because another challenge is the continuous trainings. We are training continuously. There's no there's the countries where we work at, there are no many degrees in childcare specialist. So when we find the right people, we train them in positive discipline, we train them in trauma-informed care, and crisis support. So we really spend a lot of time and effort on that. And this is something that is time and effort and financial resources. I feel like it comes to that, but I think the teams on the field, they know what the needs are. We are now implementing the methodology that's called the permanency map, which is precisely a methodology developed in NPH that it really brings everybody together in a synchrony, so we can all work together at the same time for the benefit of the child. So we are working towards developing all these tools as well. So we need time and money and people and volunteers and psychopedagogists and what else? We need time, I think. We need people, we need resources. Je parle en français. But Pardon. On a besoin du temps, on a besoin des professionnels, on a besoin de ressources économiques et on a besoin de temps pour prendre une méthodologie et la travailler. Ça a besoin de temps parce qu'on a beaucoup d'enfants à notre charge et comme on a dit, pas seulement d'enfants, on a des adultes qui sont avec nous depuis très longtemps et pour commencer à faire des changements et voir les résultats, on a besoin de temps. On a besoin de professionnels et on a besoin aussi que les professionnels ont le temps d'apprendre et de travailler avec ce qu'ils ont appris. Je crois que c'est très important ça. Mais ce que je disais avant, on fait des pas, on avance, mais on a besoin encore plus de temps pour pouvoir voir les résultats réels. And sorry, just to add, but I said we need time, but we cannot spend a lot of time because time for a child in a circumstance, in a vulnerable circumstance or at risk, that is time that this kid is exposed and in danger. So we really need to be fast. And to be fast, we need to work as a team. And some of us
they work on methodologies and trainings, while others are working and doing the direct approach with the kids, the psychological attention, the individual plans. We support with case management as well, and we love it. But we are not the ones doing it every day because we need the people there. So I think we're all really swamped and working and understanding that time is sensitive and we really want to do the best for our kids. And yeah, so yes, these are the challenges, I think. Ils sont très clairs, ces défis et ces challenges. Je vois le temps qui passe et on va, avant de passer à la partie questions-réponses, je voulais vous lire les quelques mots de conclusion que j'avais préparés. On a compris que nos petits frères et sœurs, nuestros pequeños hermanos, intervient dans une partie du monde où les besoins sont extrêmement importants. On a des besoins à plusieurs niveaux, des besoins économiques, des besoins au niveau familial, des besoins sociaux. On se rend compte que le contexte dans lequel on intervient, c'est un contexte, comme je crois que tu l'as dit Nelly, de pauvreté qui prend des dimensions multiples et qui font que c'est un environnement du coup complexe. Et ça, c'est pas uniquement vrai en Amérique latine et dans les Caraïbes, là où on peut parler de notre expérience, mais c'est vrai partout dans le monde. On sait que la pauvreté, elle touche en priorité les enfants. Ce sont eux qui vont être les premières victimes de ces environnements compliqués. Et depuis 30 ans pour nous, notre organisation en France, et depuis plus de 70 ans pour le côté international, on œuvre justement pour remédier à cette pauvreté, pour finalement, on pourrait le résumer, ce que l'on fait, c'est essayer de restaurer les droits de ces enfants. Mais on a vu ce soir que pour changer les choses, on ne pouvait pas seulement s'attaquer à un élément, donner à manger, ouvrir la porte d'une école, soigner. C'est vraiment une action transversale, une action inclusive, pour reprendre le terme, une action globale qui va être la plus efficace. Et dans cette approche que l'on a développée, que l'on essaye d'adopter depuis quelque temps maintenant, on voit bien que la santé mentale est finalement la clé de voûte. C'est le plus important. Et ça, c'est vrai, pour reprendre un petit peu les témoignages qu'on a vus, à la fois pour les familles qu'on accompagne dans les communautés, bien sûr pour les enfants historiquement que l'on a accompagnés dans nos foyers, mais aussi pour les enfants qui passent par nos maisons de transition et plus généralement pour tous les bénéficiaires de tous nos programmes dans tous les pays où nous sommes présents. Alors ça implique beaucoup de ressources, beaucoup de coordination, de nombreux acteurs, selon les besoins spécifiques de l'enfant, à chaque étape de sa vie, de son parcours, et pour que ce parcours en question soit le plus linéaire possible, pour éviter les fractures qui souvent, on le constate, sont des fractures qui vont être destructrices, et pour que cet enfant finalement grandisse, se développe de la manière la plus saine possible, en disposant des clés qui lui permettront de révéler son potentiel unique. Tout un programme, mais c'est notre mission au quotidien. Au final, on ne répond pas seulement à des besoins présents en tenant compte du passé, mais on va chercher à construire l'avenir. Agir contre la pauvreté des enfants, les protéger et leur donner toutes les chances de réussir, c'est finalement investir dans notre avenir à tous. Et cela concerne tout le monde, le secteur public, les entreprises, les associations et les citoyens dont nous faisons tous et toutes partie. Merci beaucoup Nelly et Alicia, nos deux expertes de la soirée, pour tous vos éclairages. Et maintenant, on se tait et on vous laisse la parole pour du coup peut-être des questions, des remarques que vous avez, que vous soyez présents ou en ligne. Je vais donc laisser la main à ma collègue pour nous poser les questions, s'il y en a. Bonsoir et merci pour cet exposé très, très intéressant. Moi, j'avais une question pour qu'on ait un ordre d'idée très concret, c'est aujourd'hui.
à peu près, combien il y a de personnes, enfants ou adultes, jeunes adultes en situation de handicap dont NPH s'occupe? Et éventuellement, si on a les chiffres en santé mentale aussi, voilà. Alors, je peux répondre sur la partie handicap. On a les données 2024. On a accompagné, dans le cadre de nos programmes officiels dans nos différents pays, à peu près 1200 personnes. Donc ça, ce sont nos programmes officiels. Néanmoins, on en discutait tout à l'heure avec Alicia, et ce qu'on se disait, c'est un peu comme en France, finalement. On a une population en situation de handicap qui va être identifiée, mais le handicap, c'est assez vaste et on a tout un tas de personnes, de jeunes, d'enfants qui sont en situation de handicap, mais qui ne sont pas nécessairement reconnus en tant que tels. Peut-être tu voulais compléter ou pas. C'est exactement ça. On a ce grand défi, mais c'est pas seulement un défi à NPH, c'est de définir qu'est-ce que c'est vivre en situation de handicap. Vraiment, c'est l'OMS est dans la même situation. Définir ça, c'est très difficile. Et aussi, à la fois, nous, pour identifier ces enfants ou ces adultes, parfois, on n'a pas on n'a pas tous les ressources pour le faire. Alors, on a ce chiffre-là, mais on aimerait bien pouvoir avoir les ressources pour pouvoir définir mieux qu'est-ce que c'est vivre en situation de handicap. Merci. Il y a d'autres questions? Bon, il n'y a rien en ligne non plus. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. Une autre? Je ne veux pas accabrer le micro, mais j'en ai une autre. On a bien compris que le travail que vous faites sur le terrain est extrêmement dense. Il nécessite beaucoup de personnes, beaucoup de temps. Il y a des volontaires, il y a du personnel qui est, on va dire, payé. Donc, il y a besoin de ressources, on a bien compris. Mais est-ce que sur place, vous avez des appuis locaux, gouvernementaux, municipaux, locaux, qui peuvent vous aider, vous encadrer ou même vous soutenir? Est-ce que vous arrivez à travailler en collaboration avec les différentes autorités? Yes, we do work with local governments. We actually have to have it. We establish a collaboration with the departments of the childhood departments and women department and family department of every country we work with. We want to work within the law, and many. And some of the services that we cannot provide, we definitely look for services that the government can provide. We don't want to take work away from the governments. There's many governments that are doing a really good job. Peru, Guatemala, many other they are taking steps to really support people in vulnerable situations, children and women. The problem is that they also don't have that many resources. And particularly in mental health, the most part of the countries, they dedicate around 2% of the health budget to mental health. And the most part of that 2% goes to psychiatric hospitals. So there's not that many programs that are available to support, or people, psychologists hired by the government that are able to give services to them, to everybody that needs it. And this is not a problem of just the countries that we are working in. It's also a worldwide problem. Mental health has been a long time overlooked. And well, maybe I'm biased, but I think it's one of the keys
to the well-being of the person and for communities to thrive. Et aussi, on essaye de faire on travaille en faisant des liaisons aussi avec des autres ONG parce qu'on ne voudrait pas donner, nous, tous les services du monde. Ce n'est pas nécessaire. On peut se centrer dans les services qu'on peut donner et faire des liaisons avec des autres ONG spécialisées avec des autres sujets. Et on travaille ensemble. Et comme ça, le service qu'on peut donner est meilleur. Alors, on travaille aussi avec le gouvernement local, mais aussi on travaille avec d'autres ONG, d'autres associations privées ou publiques pour ne pas tout faire et pouvoir dériver si c'est nécessaire. And if I can add just one thing, sorry, is we have politics, they change every 4 years or every so on. So in some countries, the most part of the people who are working in those departments are changed. So we need to start again creating collaborations and trust with the local authorities. So that also takes time and effort. Thank you for your question. Oui, je comprends, merci. Moi, j'avais juste plutôt une petite question particulièrement sur Haïti. Parce que bon, c'est un pays qui est vraiment en guerre, si on peut dire. Et dernièrement, il y a eu vraiment un événement très, très tragique. Et on a transité les enfants dans un autre centre, parce que la situation est très, très dangereuse. Et donc, je voulais savoir, parce que je suis un petit peu concernée, savoir comment les enfants ont vécu cet événement qui était vraiment très, très difficile à vivre. Je vais commencer, peut-être vous pourrez compléter. Effectivement, donc c'est difficile pendant une conférence de rentrer dans le détail de chaque pays, mais c'est vrai que sur les 9 pays dans lesquels on intervient, nous, en France, on travaille beaucoup en Haïti et c'est un pays qui se démarque par rapport aux autres dans la mesure où effectivement la situation sur place s'apparente à une situation de guerre. Et nous avons, comme malheureusement beaucoup d'organisations sur place, vécu des enlèvements sur place, voilà, de nos équipes. Ça fait plusieurs années que la situation est comme ça. Ça s'est accéléré ces derniers temps. Et effectivement, à Kenskoff, où nous avons un site, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était particulièrement compliqué. Et on a la police nationale nous a demandé de quitter les lieux et d'installer les enfants sur Tabar, qui est proche de la capitale, où nous avons aussi des activités. Donc effectivement, compliqué pour les enfants de manière générale. Je sais, on a eu les informations comme quoi notre personnel était suivi psychologiquement et les enfants aussi. Ça, c'est les informations qu'on nous a transmises. Après, peut-être vous en savez plus sur ce suivi psychologique et l'accompagnement des enfants qui ont dû être déplacés récemment. Well, as far as I know, they have been there are psychologists that have been doing workshops. They are doing group work with the employees and also the children that have been there. There have been several sessions. Actually, there was a higher psychologist for this matter as well. So because, well, I think we had 2 psychologists and now we only have 1. Because the difficulty of going to work also is very difficult for the employees as well. It's just difficult to go to work. But yes, there has been support for children and employees as well. Thank you.
Rien en ligne. Bon, bah, écoutez, on va remercier tout le monde, toutes les personnes présentes ici. Sachez que juste après, à l'étage du dessous, on a un petit cocktail de clôture, donc nous pourrons nous y retrouver dans quelques minutes. Merci à toutes les personnes en ligne d'avoir aussi assisté à cette conférence. Merci encore, Alicia et Nelly. Merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué et qui apparaissent dans les vidéos et de manière plus générale à toutes nos équipes sur le terrain qui travaillent directement avec les enfants. Et puis nous, pour la France, merci à nos partenaires, à nos bénévoles, à toute l'équipe, à nos membres, à nos donateurs, à nos parrains. Voilà, c'est toute une chaîne de solidarité dans laquelle chacun a un rôle à jouer. Et pour cela, merci à tous. Et à tout de suite pour le cocktail.